Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et soyez les bienvenus en ce lundi de Pâques, ce lundi férié. On va essayer de se mettre d'accord autour de cette table aujourd'hui. Et je salue nos débatteurs du jour. Shannon Seban, bonjour Shannon. Bonjour. Présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, élue à Rosny-sous-Bois. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être là. Maire UDI de Mency et vice-présidente de la région Île-de-France. En ligne également avec nous, c'est Jacques Miard. Bonjour Jacques. Ave, fraternité. Maire LR de Maisons-Laffitte. La chasse aux œufs s'est bien passée dans le parc de Maisons-Laffitte pour les enfants? Oh, vous savez, de ce côté-là, nous ne sommes pas en manque, heureusement. Et puis également, je salue Michel Soudé. Bonjour Michel. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint à Politis. Alors beaucoup de sujets encore en ce lundi de Pâques. On parlera de la situation du gouvernement cette semaine qui s'annonce, dit-on, décisive. C'est qui tout double finalement pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, avec une 12e journée de mobilisation prévue jeudi, l'intersyndicale qui tient toujours la route, veille de décision du Conseil constitutionnel qui devra dire si oui ou non la réforme des retraites est conforme à la Constitution. Tous les regards tournés sur les 9 sages qui se prononceront donc vendredi. Oui, mais après le 15 avril, que se passera-t-il exactement? On parlera également d'Elisabeth Borne qui poursuit sa mission, a-t-elle dit ce week-end à nos confrères du Parisien, après une demi-brouille vendredi avec le chef de l'État. Non, je suis à mon poste, mais je continue à consulter pour tenter d'élargir une majorité. Mais est-ce la bonne méthode? Ça, on verra bien avec vous, chers débatteurs. Et puis se termine aujourd'hui le congrès du Parti communiste. Fabien Roussel sera réélu à la tête du PCF, mais est-ce que la NUPES n'est pas finalement en état de mort cérébrale? Apparemment, ils sont en train de se rabibocher avec la France insoumise. On verra ça tous ensemble. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. On parlera bien sûr de la situation à Marseille, tous, où on peut juste dire que c'est l'émotion, évidemment, après cette terrible explosion et ces immeubles qui se sont effondrés. Je vous rappelle le dernier bilan, ces 2 morts qui s'est alourdi à 2 morts, 6 ou 7 disparus à l'heure où on se parle. Bilan évidemment provisoire. Marseille, ville maudite, Jacques, finalement, on a l'impression que les catastrophes s'enchaînent sur la même ville. Effectivement, on peut être totalement solidaire et en penser avec nos concitoyens de Marseille. C'est un sale coup. Bien sûr, nous n'en connaissons pas les causes. Le gaz est peut-être à l'origine. C'est toujours la même chose. Il y a eu, vous savez, une explosion à Paris il y a déjà quelques années. On constate que ça se renouvelle à Marseille, donc je suis de tout cœur avec nos amis et concitoyens marseillais. Oui, c'est effectivement Benoît Payan, le maire de Marseille, votre homologue marseillais, disait l'espoir domine toujours tant que les recherches ne sont pas interrompues ou totalement terminées de la part des marins-pompiers de Marseille. Et l'enjeu aussi, c'est de reloger toutes les familles. On est toujours dans cette situation, Shannon, de penser à toutes les personnes qui ont subi ce traumatisme aussi. Bien évidemment, il faut aussi se remettre ici dans les conditions et la façon dont tout cela est arrivé. En pleine nuit, à minuit 40, une explosion qui a retenti. Des familles, moi j'entendais hier des témoignages ici et là dans les médias qui ont été relayés par certains journalistes qui ont pu être sur place très rapidement. C'est effectivement un choc qui est immense. Il faut penser aux victimes, mais aussi aux familles des victimes et aux familles de toutes celles et ceux qui aujourd'hui n'ont pas de nouvelles, des personnes qui sont peut-être encore dans les décombres. Et je veux ici effectivement saluer le travail des marins-pompiers qui ont pu maintenant depuis près de 30 heures essayer de trouver encore des survivants dans les décombres. Il faut aussi rappeler ici que c'est un travail très minutieux parce que le feu peut reprendre à tout moment. Donc effectivement un choc qui est brutal et toutes nos pensées et toute notre solidarité va envers les familles et envers bien évidemment les victimes. Et je veux saluer ici le travail des marins-pompiers qui encore une fois font un travail formidable. Et encore une fois, il y a aussi le travail des élus de terrain. Il va falloir reloger, il va falloir aussi repenser les plaies. C'est vraiment pour les élus que vous êtes un peu tous autour de cette table, un chantier, à chaque fois un défi pour la communauté. Oui, alors
C'est des familles qui sont effectivement évacuées, parce que je pense que sur les immeubles autour, il doit y avoir un certain nombre d'évacuations, peut-être préventives et de court terme pour certaines, mais peut-être pour d'autres qui peuvent être amenées à durer extrêmement longtemps. Enfin, on a vu sur la rue de Trévise, sur effectivement un accident à peu près comparable. On ne connaît pas les causes exactes, on le saura dans les jours qui viennent, mais c'est vrai que derrière, c'est une mobilisation extrêmement forte de la mairie de Marseille pour arriver à essayer de trouver des solutions d'hébergement d'urgence, avec la difficulté, c'est que c'est de l'urgence qui peut se retrouver à durer. Si on prend l'exemple de la rue de Trévise, ça fait maintenant plusieurs années, on a toujours des gens qui n'ont pas pu récupérer leur logement. Voilà, une pensée pour Marseille et les Marseillais, pensez aussi pour les victimes de cette avalanche, puisqu'il y a aussi ces 5 décès. C'est vraiment un week-end de Pâques tragique que l'on a dans l'actualité, malheureusement. On y reviendra dans l'info Sud Radio, mais on va débattre avec vous dans un instant de cette semaine décisive pour le gouvernement, mais on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun d'entre vous. Honneur à vous, Shannon, aujourd'hui, avec en tous les cas peut-être un coup de gueule, mais une inquiétude sérieuse encore. Effectivement, je pense que vous introduisez très bien le sujet. J'aurais souhaité en ce lundi de Pâques avoir autre chose qu'un coup de gueule. Mais effectivement, c'est un coup de gueule envers ce juge américain qui, au Texas, a décidé, pas plus tard que vendredi dernier, de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive. Donc aux États-Unis, alors même que cette pilule abortive était autorisée depuis près de 20 ans sur le marché américain. Une pilule qui était utilisée chaque année par près d'un demi-million d'Américaines, et je trouve cela effectivement très dommage qu'aujourd'hui, 10 mois après par ailleurs l'arrêt de la Cour suprême qui lui aussi visait à interdire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les Américaines, aujourd'hui je trouve qu'on a finalement par les ultra-conservateurs une façon de vouloir systématiquement remettre en cause les libertés fondamentales que sont celles des femmes, et je veux ici que la communauté internationale s'alerte sur aujourd'hui cette remise en question perpétuelle des libertés fondamentales. En France, on a donc notre président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu justement inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit ici prendre compte qu'il y a des droits qui ont mis du temps à être acquéris par les femmes, et on doit aujourd'hui pouvoir les garantir toutes et tous. Et effectivement, moi, je suis très inquiète face à cette banalisation aujourd'hui de la remise en question des droits des femmes. Donc voilà, c'est un coup de gueule. Je sais que il y a eu un appel qui a été formulé par l'État. On verra ce qu'il en advient. Il a une semaine pour se prononcer, mais encore une fois, un coup de gueule en ce lundi matin. Attention, parce que si tout cela venait à se banaliser, c'est une grande régression qui viendrait à se faire jour. En sachant qu'à chaque fois, ce sont les plus, Michel, les plus démunis, enfin les plus fragiles qui en pâtissent. Là, en l'occurrence, bien devant votre micro, Michel. La décision du juge texan peut concerner 58 millions de femmes en âge de procréer à travers le pays. Si l'on accepte 17 États pour l'instant qui, à la demande des démocrates, ont mandaté un juge pour annuler la décision du juge texan dans l'immédiat. Mais tout ça, depuis la décision de la Cour suprême l'année dernière, c'est une offensive programmée, volontaire. Il faut quand même rappeler que ce juge fédéral texan a été nommé en 2019 par Donald Trump. Ce n'est pas un juge élu comme il peut y en avoir aux États-Unis. Que ensuite ce juge était connu pour ses positions archi-fondamentalistes. Et alors, le paradoxe juridique qui fait que, ça change pas grand-chose à la situation, mais il faut bien voir dans quel chaos juridique se trouvent les États-Unis sur cette question. L'arrêt de la Cour suprême l'année dernière constatait quelque part qu'il devait y avoir une sorte de décentralisation et que c'était à chaque État d'estimer si oui ou non il voulait interdire l'avortement. Et là, on a un juge fédéral, donc quelque part dans un État qui est quelque part décentralisé, qui décide pour l'ensemble des États-Unis. Donc comment la Cour suprême va se prononcer sur cette question, alors que l'année dernière, elle pensait autre chose. Et puis, dans les autres informations quand même assez dramatiques qu'on trouve aux États-Unis, on a appris samedi que l'Iowa était devenu, qui était très conservateur, a décidé de cesser de prendre en charge financièrement l'avortement et les contraceptifs d'urgence, même en cas de viol. Et l'Idaho, lui, vient de devenir cette semaine le premier État à pénaliser de 2 à 5 ans de prison
toute assistance à une mineure pour obtenir une aide à une interruption volontaire de grossesse chirurgicale ou médicamenteuse. Le retour très en arrière effectivement de la protection des femmes aux États-Unis. Merci. On va s'arrêter un court instant pour pouvoir continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jacques Miard, on parlera du voyage d'Emmanuel Macron en Chine avec vous. On va décrypter ça dans un instant. Ne bougez pas. On est sur Sud Radio et il est 9h15. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Shannon Seban, Jean-Philippe Ducoing-Clément, Jacques Miard, Michel Soudet, on va revenir dans un instant sur cette semaine qui s'annonce décisive pour le gouvernement. Tous les yeux sont braqués sur les 9 sages du Conseil constitutionnel. Que vont-ils annoncer vendredi, jeudi, mobilisation? Et pendant ce temps-là, Elisabeth Borne qui continue de consulter les différents acteurs de la vie politique. Mais pour l'instant, on fait le tour de table de nos coups de cœur et nos coups de gueule. Jacques Miard, je le disais, vous vouliez revenir sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine la semaine dernière, parce que demain il va aux Pays-Bas. Absolument. Et auparavant, je voudrais dire que la décision du juge américain est une faute imbécile, parce que on n'empêchera jamais ce genre les femmes d'avorter. Ça me paraît évident. On peut en penser ce qu'on en veut, mais l'excès en ce domaine est absolument nuisible. Deuxièmement, je voudrais dire qu'effectivement, notre président de la République est allé en Chine, c'est son droit le plus strict, et il a été accompagné par la présidente de la Commission. Je relève que Olaf Scholz, lorsqu'il va en Chine, il ne se fait pas accompagner par la présidente de la Commission, qu'elle n'a aucune compétence en matière internationale au niveau de l'Union européenne. Qui plus est, à Pékin, elle a tenu des propos vindicatifs à l'égard de la Chine. Elle aurait voulu saboter, je dirais, le séjour d'Emmanuel Macron en Chine. Elle ne se serait pas prise autrement. Ensuite, je crois que le président a fait une faute, car il a admonesté publiquement sur les questions internationales. Lorsque l'on traite avec la Chine, c'est mal connaître les Chinois. J'ai négocié à plusieurs reprises avec les Chinois, et je peux vous dire que les propos du président de la République, ça a dû avoir l'effet de la pluie sur les plumes d'un canard laqué. Et la preuve, c'est que le président n'a pas scié, et le lendemain, il menace bien sûr Taïwan. Donc, c'est pas comme cela qu'on traite avec la Chine. Il faut leur dire des choses, mais il faut leur dire entre quatre yeux, parce que la diplomatie, qui est une diplomatie publique, vindicative, et qui apostrophe l'ensemble du monde, à mon avis, ça va à l'échec. Il est clair aujourd'hui que la Chine, c'est l'empire du milieu. Ils ont décidé un certain nombre de choses, ils agiront conformément à ce qu'ils pensent, et ils se foutent, mais alors comme la dernière plume du canard, de ce que peut penser M. Macron à ce propos, et c'est une faute. Il n'aurait jamais dû agir comme cela. Il faut effectivement ne pas coller aux Américains sur des histoires avec la Chine, et c'est ce qu'il a fait par ses admonestations publiques. Je le regrette profondément. Sur le plan de la diplomatie, oui, qui veut réagir sur ça ? Oui, non, moi je ne comprends pas véritablement pourquoi est-ce qu'il a été en Chine avec Ursula von der Leyen. Il est président de la 6e ou 7e puissance mondiale. Ils siègent ensemble au Conseil de sécurité. Très bien, mais enfin, c'est la voix de la France et c'est pas la voix d'Ursula von der Leyen qui, pour le coup, effectivement, ne représente qu'elle-même. D'une part. Après, moi, j'ai un peu plus de mal sur la saisine entre les propos qu'il a pu avoir là-bas et les propos qui ont été rapportés hier, où il est plutôt sur une logique de non-alignement sur les États-Unis, alors qu'il avait un discours plutôt dur vis-à-vis de la Chine sur place. Et je trouve qu'il y a un décalage en l'espace de 2 ou 3 jours de la nature des propos qui est assez difficilement saisissable. Et puis la dernière chose, c'est le démarrage des manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan, ce qui, je trouve, 48 heures après qu'il soit parti, est pas tellement un bon symbole sur le fait qu'il y ait eu des messages qui soient passés. Effectivement, l'entretien qu'il a donné dans l'avion... C'est le en même temps diplôme. L'entretien qu'il a donné dans l'avion à 2 journalistes... plus le rédacteur en chef Europe de Politico, qui a fait tout un article sur la question, est contradictoire avec les propos qu'il a pu tenir publiquement en Chine. D'ailleurs, comme il se démarque, et il appelle les Européens à se démarquer des États-Unis, à ne pas suivre les États-Unis, ces propos-là ont déjà commencent à susciter des réactions virulentes aux États-Unis. Donc, si le but c'était de se mettre mal des deux côtés, c'est réussi.
Jacques, on entend Jacques votre rire derrière tout ça. Mais tout ça est très sérieux et effectivement on s'était interrogé à l'issue de ces prises de parole sur le fin mot de, enfin en tous les cas l'objectif de cette visite, à part peut-être économique, beaucoup de contrats signés. Sur le plan économique, il est revenu avec des broutilles, hein, alors qu'Olaf Scholz, parce que c'est vrai que de toute façon, si la Chine a intérêt à avoir de bonnes relations avec l'Europe, qui est un géant économique, mais pas politique, mais il n'en demeure pas moins, on ne peut pas tenir des propos de ce type. C'est pour moi de l'amateurisme. C'est pas la première fois qu'il le fait, parce que lorsqu'il est allé en Afrique, il a eu des propos complètement démentiels à l'égard d'un certain nombre de chefs d'État étrangers qui l'ont taclé. La diplomatie, puisque j'ai commencé ma carrière politique en étant diplomate, il n'en demeure pas moins, il faut faire attention. Oui. On marche sur des œufs à longueur de temps et surtout on ne tient pas des propos qui vont empirer les choses. Et ça a été très bien dit par Michel, on ne peut pas dire une chose et son contraire en matière de politique étrangère. Il faut de la cohérence et surtout il faut éviter d'avoir une diplomatie publique qui ne peut avoir que des contre-coups. Oui. Allez, on continue. Il part demain aux Pays-Bas, donc c'est un autre style et en pleine semaine on va dire de contestation, toujours sur fond de réforme des retraites. On va y revenir évidemment demain. Jean-Philippe, vous, un coup de gueule sur l'étalement déclaration, vie publique, en tout cas le coming out de cette personnalité politique. Oui, en fait, en tant que tel, c'est pas tant le coming out de Sarah El Haïry, c'est véritablement la mise dans la sphère publique de la vie privée. Je trouve qu'on a depuis quelques... C'est pas nouveau, hein. Non, mais enfin, l'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu. Et je trouve qu'on a de plus en plus l'exposition de la vie privée dans la sphère publique. À tel point, au fond, qu'on s'intéresse plus forcément à ce que portent les personnes, à ce que font les gens, mais au fond, à ce qu'ils sont ou à la communication qu'ils ont autour de la vie privée. On va savoir que tel ou tel ministre est divorcé, a une relation extra-conjugale, est homosexuel, non homosexuel. À la limite, peu m'importe. Moi, ce qui m'intéresse de la part d'un ministre, c'est de savoir qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il fait. Dans le cas de Madame El Haïry, c'est peut-être une très bonne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service universel. La réalité, c'est que je ne la connais pas. Je suis élu depuis des années, je travaille dans la sphère publique depuis des années. Peut-être que c'est pour envoyer un message de tolérance. Non, mais je sais pas. Ce que je veux dire, moi, en tant que quelqu'un qui est engagé dans la vie publique et politique, je vais la connaître pas pour la question du travail qu'elle peut porter en tant que ministre, mais pour la question de sa vie privée. Et je trouve qu'il y a là-dessus un glissement sociétal qui est assez malsain. On a eu la même chose pendant la campagne présidentielle autour de la campagne d'Éric Zemmour. Enfin, c'est totalement transpartisan. Enfin, c'est tout le temps, hein. Non, oui, mais il y a un jeu assez malsain, je trouve, entre les élus, les politiques et les médias. Vous savez, c'était il y a 50 ou 60 ans, c'était la chanson Les trompettes de la renommée de Georges Brassens, et où la question était, est-ce que vous existez par rapport à ce que vous faites, ou est-ce que vous existez un moment autour de votre vie privée? Et je trouve que cet étalement de vie privée est quelque chose d'assez malsain. Pour le coup, on tourne totalement à l'américaine, mais c'est quelque chose, moi, qui me heurte. Alors, on va faire Shannon, Michel, et on va faire tourner la parole. Je peux comprendre ici votre point de vue, mais je trouve que c'est assez dommageable ici de porter un jugement de valeur sur les déclarations des uns et des autres. Déjà, je veux ici saluer le travail qui a été celui de Sarah El Haïry, que je connais personnellement, qui a fait un travail formidable sur cet outil qu'est le SNU, le Service National Universel, qui a été approuvé par près de 70% des Français. Donc, je veux dire ici que quand je vous entends, monsieur, dire que vous ne la connaissez pas, et bien ici, malheureusement... Si je la croise dans la rue, je ne la reconnais pas, c'est une réalité. C'est 15-18 ans qui vont être concernés par la mesure. C'est effectivement très dommageable parce qu'elle a fait un travail qui est formidable en faveur de la jeunesse de notre pays et je veux ici le rappeler. Ensuite, sur le fait qu'elle ait effectivement fait son coming out, moi ici, je ne vois pas de difficulté. À partir du moment où vous êtes une personnalité politique, à partir du moment où vous êtes un élu, vous l'êtes, monsieur, à partir du moment où vous êtes secrétaire d'État ou ministre, vous êtes forcément exposé d'un point de vue dans ce qui concerne votre vie privée. Elle l'a été sur les réseaux sociaux, elle a reçu, et elle l'a dit d'ailleurs dans son interview, des injures qui ont parfois touché sa compagne. Et moi, je peux ici la comprendre. Donc moi, je peux ici la comprendre. Et si elle a eu ce besoin, si elle a ressenti ce besoin viscéral de dire les choses, comme l'a fait d'ailleurs Olivier Dussopt, eh bien c'est son droit. Et on peut regarder aussi à l'échelle européenne ou dans d'autres pays,
pays dans le monde entier, quand vous êtes une personnalité politique, forcément, et on va pas ici faire preuve de langue de bois, on vient vous piquer sur votre vie privée et on le mesure tous ici en tant qu'élus. Donc, aller faire de la récupération politique autour du coming out de Sarah El Haïry, je trouve cela assez déplacé, et s'il a eu l'audace et le courage de le faire, eh bien c'est son choix, et encore une fois, si elle a eu besoin de le faire, c'est aussi qu'elle a subi des insultes et parfois des remarques qui sont souvent déplacées à son égard. On va vous écouter sur ce sujet-là avant de passer à d'autres, mais on est obligé de s'arrêter un court instant et on se retrouve juste après. On va être tenté de se mettre d'accord sur ce sujet. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en ce lundi de Pâques, nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Ducoing-Clément, Jacques Miard, Michel Soudé, Shannon Seban. On était en train d'évoquer donc le coup de gueule de Jean-Philippe sur, on va dire, le coming out, les coming out, en tout cas les annonces de séquences de vie privée des politiques, hommes ou femmes, dans les médias. Et vous n'étiez pas d'accord entre Jean-Philippe et Shannon. Jacques, est-ce que c'est un sujet ou un non-événement finalement, non, ou ça reste un fait politique? Parce que moi je me fous de l'orientation sexuelle, je dirais, d'un certain nombre de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est pas mon problème. Moi, ce que j'attends des ministres, c'est qu'ils sont là pour servir la République dans un cadre légal. Et donc, mettre en avant ce genre de choses, c'est tomber dans le piège. Et Shannon est tombé dans le piège. Il est clair qu'aujourd'hui, on doit juger, je dirais, le gouvernement sur ce qu'il est capable de faire. Mais l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Et à partir du moment... Non, vous avez fait le mélange des genres, madame. Vous avez fait le mélange des genres. Vous avez beaucoup de courage d'être Renaissance en Seine-Saint-Denis, mais ça ne va pas plus loin. Bon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je tiens à vous dire que ce mélange perpétuel des genres est en train d'affaiblir ce qui doit être la notion de gouverner. Et ça, c'est grave. Mais tous les partis tombent dedans, Jacques. Absolument, ça a commencé avec Sarkozy, pour être très clair. Oui, enfin, la première qui a, par exemple, moi je pense à Ségolène Royal, cette une de Paris Match où elle se met en scène avec ses enfants. Mais ça, c'est Hollande. Oui, Michel. Bon, je pense que moi je ne suis pas fan du tout des révélations, vie privée ou autre, et de toute façon, je n'en ai personnellement rien à faire. Je pense que la société française a assez évolué pour ne plus s'offusquer comme Madame Balladur qui se pinçait le nez quand son mari était Premier ministre, d'avoir à croiser des ministres divorcés. La société a beaucoup évolué depuis 1993-94 sur ces questions-là. Ensuite, je m'interroge quand même sur la temporalité de ces coming out, puisqu'on a d'un côté Olivier Dussopt qui fait ses révélations sur sa vie privée parce qu'il s'estime attaqué. Désolé, je pense qu'il est surtout attaqué pour la réforme des retraites qu'il porte et la manière dont il la porte. Et Sarah El Haïry a des attaques à partir du moment où elle devient un peu en première ligne avec son service national universel qui est extrêmement critiqué. Et le journal auquel j'appartiens y a contribué en apportant des éléments concrets sur ce qu'était son SNU. Mais elle n'est pas critiquée, enfin, me semble-t-il, pour sa vie privée ou autre. Donc mettre ça en avant, c'est une manière de dériver et de porter le débat ailleurs. Voilà, c'est ce que j'estime et je trouve ça dommageable. Pas sur le même sujet, mais on va dire sur la notion de personnalité. Moi, je voulais que vous me donniez votre avis sur on va dire les commentaires qu'il y a autour de la déclaration de Françoise Hardy ce week-end, qui dit qu'elle est triste de voir l'état du pays aujourd'hui, qu'elle a même honte par rapport à tout ça, et qui se fait, elle n'est pas d'accord avec le fait que certains manifestent contre la réforme des retraites. Elle donne son avis économique. Elle dit je ne suis ni de gauche ni de droite, globalement c'est ce qu'elle explique, mais depuis elle se fait tomber dessus. Oui, alors ce qui est assez amusant sur Françoise Hardy, c'est qu'en tout cas il y a des gens totalement... Non mais je voulais revenir sur les artistes quand ils donnent leur avis. Non mais il y a des gens très à droite ou très à gauche qui disent que ce qu'elle a dit est très bien en comprenant l'inverse de ce que comprennent les autres sur son interview, qui au contraire lui tombent dessus pour les mêmes raisons. Après, on est dans un pays où pour le coup, culturellement, c'est pas récent, il y a toujours une tradition d'une quote-part d'artistes qui s'engagent politiquement, qui s'engagent sur des sujets, autant
Pourtant, l'exposition de la vie privée, c'est quelque chose qui a 20-30 ans et qui va en s'accroissant. La tradition d'artistes engagés, ça c'est même plutôt réduit. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé en France. Bon, après qu'un artiste ait son opinion, la fasse connaître, ça ne me choque pas. Après, à chacun d'estimer est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça apporte quelque chose au débat ou pas. Mais c'est une tradition qui existe, moi ça ne me choque pas. Shannon. Non, écoutez, moi Jacques. Je dirais, les chiens à bas, la caravane passe. Hein. Voilà, ça c'est fait. Non, moi je trouve que, bon, bien évidemment, vous connaissez mon parti pris et mon opinion sur cette réforme des retraites que je juge indispensable. Mais encore une fois, effectivement, moi, qu'un artiste puisse donner son opinion sur la réforme, je n'y vois aucun inconvénient. On voit d'ailleurs qu'il y avait eu un collectif d'artistes qui s'est déclaré contre cette réforme des retraites. Maintenant, effectivement, je crois qu'on peut tous être ici unanimes, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême droite ou encore d'extrême gauche, pour dire qu'effectivement, l'état du pays, actuellement, c'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer à l'international. Quand je vois des poubelles brûlées dans la rue, quand je vois des saccages de magasins, quand je vois des pillages de boutiques, quand je vois la porte de la mairie de Bordeaux brûlée, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer à l'international. Et je crois qu'on a aujourd'hui un pays qui est en train de se déchirer et tout cela est alimenté par une partie des oppositions et notamment de l'extrême gauche. Et je crois qu'effectivement, Françoise Hardy a raison de dire qu'ici, on est en train de tomber dans le piège de l'extrême gauche qui ne cherche qu'une seule chose, c'est de mettre le chaos dans le pays. Et effectivement, en tant que responsabilité, ou en tout cas en tant que personnalité publique, quand on est artiste, on a une voix à porter. Et je crois que c'est très bien qu'elle puisse ici donner son avis. Michel, pour conclure. Déjà, je souris quand j'entends qu'elle se présente. Elle dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Je l'ai connue soutenant Raymond Barre. Je l'ai vu appeler à l'élection de François Fillon. Si ça, c'est pas être de droite, excusez-moi, mais ça fait sourire, quoi. Ensuite, l'état du pays à l'international, écoutez, quand vous lisez la presse internationale, c'est plutôt Emmanuel Macron qui est stigmatisé à l'international pour sa surdité, son entêtement à vouloir faire passer une réforme impopulaire. Et les mouvements qu'on voit dans la rue ou autres en sont la conséquence. Donc le premier responsable, c'est quand même le chef de l'État. Et bon, il y a des débordements, effectivement. Ces débordements, ils sont condamnables. Ils ne donnent pas une bonne image. Ils ne donnent pas une bonne image. Mais vous avez aussi, en retour, une extrême violence de la répression, avec beaucoup d'interpellations pour rien, que nous documentons. Et là-dessus, l'image internationale, oui, désolé, moi je lis la presse internationale et c'est toujours Emmanuel Macron qui est visé, quels que soient les pays. Mais j'invite justement, monsieur, la presse internationale à venir sur le terrain et à venir à ces manifestations et à venir voir justement à quel point on a ici affaire non pas à des manifestants, puisqu'il ne faut ici pas faire l'amalgame entre les manifestants et les casseurs, mais des casseurs qui n'ont qu'un seul but, c'est de casser du flic et de brûler des poubelles. Je peux vous assurer, monsieur, je peux vous assurer qu'il y a des journalistes qui parlent dans des langues, dans toutes sortes de langues dans ces manifestations. Mais vous savez, un président de la République... Je crois, monsieur, que ici, je vais peut-être vous rappeler la fiche de poste d'un président de la République. Un président de la République n'a pas pour vocation d'être populaire. On n'est pas ici sur une star de télé. Un président de la République, il est là justement pour maintenir l'ordre dans le pays et pour faire en sorte qu'on ait un pays qui avance dans une voie de justice sociale et de progrès. Et quand vous avez un système qui serait déficitaire, donc... Maintenir l'ordre dans le pays, c'est pas le rôle d'un président de la République. Bon avec son gouvernement et avec Gérald Darmanin, oui, monsieur. Alors, on va Jacques, et puis après on va passer à un autre... Rapidement, Jacques. On connaît tous la situation. Premièrement, il y a un certain nombre de journalistes étrangers qui sont à Paris et qui rapportent ce qu'ils voient. Qu'il y ait eu des excès, on le sait. Mais alors, si, comme dit Shannon, le président de la République n'est pas là pour être populaire, lui, il a réussi. Parce que franchement... je crois qu'on n'a jamais vu une décrépitude aussi manifeste de la part d'un président de la République. Et un président de la République, il doit aussi être à l'écoute de ce que pensent les Français, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est bien gentil de dire « moi, Jupiter, j'ai décidé que », mais il en demeure que la politique, c'est là, je dirais, de mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre dans cette situation, ça risque d'être... plutôt chaotique. Allez, on va revenir dans un instant parce qu'on va arriver à la journée du 14 avril. Enfin, on est tous suspendus à ce vendredi. C'est l'alpha et l'oméga de la première année parce qu'on se faisait la remarque tout à l'heure avec Juliette Rioufol qui me signalait qu'il y a un an, jour pour jour, c'était le premier tour de la présidentielle. Oui.
10 avril. Il s'en est passé des choses. Et coup de cœur. Alors voilà, c'était j'avais un coup de cœur sur la mise en œuvre, justement, puisque à la fin de l'année, les parlementaires, Sénat, Assemblée nationale ont voté une loi sur la réforme de l'assurance chômage. Et dans cette loi, il y avait une disposition extrêmement contestée, dont on a beaucoup parlé, qui était de dire que si vous abandonnez votre poste, ça devient une présomption de démission et contrairement à ce qui se passait jusque-là, vous n'avez plus droit au chômage. Or, cette disposition, évidemment, devait être mise en œuvre par un décret annoncé pour fin mars. Nous n'avons pas ce décret. Et en réponse à des questions de lecteurs, nous avons enquêté à Politis pour savoir ce qu'il en était. Alors, comme d'habitude, le gouvernement a présenté un projet de décret aux partenaires sociaux, comme c'est de règle début mars, et là, unanimement, à part le MEDEF, mais d'un côté salarié, d'un côté patronat, la CGPME notamment, ont complètement recusé ce décret, ni fait ni à faire, qui insécuriserait les patrons, qui effectivement ne donneraient pas tous les droits aux salariés, et le gouvernement a dit on va le réécrire. C'est toujours pas fait. Les partenaires sociaux n'ont toujours pas reçu de projet de décret. Donc si vous êtes salarié, que vous avez envie de quitter votre entreprise en ayant toujours accès au chômage pour changer de vie, pour déménager ou que sais-je encore, c'est encore le moment, puisque cette disposition qui avait été faite, qui avait été voulue par la majorité et LR, et d'ailleurs pour avoir le vote des LR, cette disposition n'est toujours pas mise en œuvre. Est-ce que c'est un signe d'apaisement ? Non, mais c'est symptomatique. On est dans un pays, on fait des lois, derrière doit y avoir des décrets d'application qui ne sont jamais pris ou qui mettent des années parfois pour être pris. Mais on l'a eu sur plein de choses, on l'a eu sur énormément de choses concernant la fonction publique, par exemple, sur le statut des agents, etc. C'est un grand classique en France. L'empilement des lois et la non-application. Le gouvernement et le Parlement proposent, discutent, font une loi, et derrière les décrets sont jamais pris ou mettent des années pour être pris. Alors justement, on va voir si cette loi sur la réforme des retraites sera validée ou pas par le Conseil constitutionnel. Plusieurs scénarios. Qui veut commencer sur cette semaine qu'on annonce décisive pour le gouvernement Ouais, Jean-Philippe. Alors, en fait, ça fait 6 mois qu'on nous dit que la semaine qui vient va être décisive. Donc, il y a une forme de répétition de la décisivité. Là, on touche au but, quand même. Oui, enfin, on touche au but. Décisive. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Non, il y a plusieurs scénarios possibles. La principale chose, très bien, le Conseil constitutionnel va examiner la réforme, il la valide, il la rejette, ou il la valide partiellement, ce qui pourrait être d'ailleurs la pire des choses, c'est-à-dire de la valider, mais sans l'index senior, sans les questions d'amélioration sur les statuts des femmes, enfin tout ce qui a été les améliorations portées ou les adoucissements portés. Senior, même le MEDEF dit que c'est pas. Très bien, mais le risque, c'est qu'on ait aujourd'hui, ça serait la pire des choses, sur ce texte, un texte qui soit censuré partiellement avec les mesures qui en atténuaient un certain nombre d'impensés ou de mal-pensés initiaux. Après, donc ça veut dire qu'il faut tout revoir. Après, le sujet de fond, c'est pas ça, sur vendredi. C'est est-ce que le Conseil constitutionnel valide ou pas le référendum d'initiative partagée, puisque ça a été déposé en même temps que si le référendum d'initiative partagée est validé par le Conseil constitutionnel, et je ne vois pas pourquoi il ne le validerait pas, eh bien, s'il y a 4 millions de signataires, ça veut dire que on rentre dans un processus référendaire, et là, c'est quelque chose qui fait que l'histoire n'est pas close, puisque ça gèle la promulgation de la loi. On va rentrer dans une période où les partis de gauche et le Front National iront collecter des signatures. 4 millions de signatures quand il y a 2 millions de personnes dans la rue, on peut penser qu'ils les auront. Donc en fait, on ouvre une nouvelle séquence extrêmement périlleuse pour le gouvernement qui va durer des mois. Donc vendredi, la réalité, sauf à ce que la loi soit cassée, auquel cas c'est un échec du gouvernement, mais pas un recul. Alors ça peut peut-être arranger Emmanuel Macron pour remanier son gouvernement la meilleure des solutions. Dessus, mais si effectivement le texte est validé et qu'on ouvre la porte au référendum d'initiative partagée, ça va être long. Alors, je regarde la pendule, est-ce qu'on peut reposer ? Non, on va s'arrêter un court instant parce que comme ça on va pouvoir continuer tous ensemble. On s'arrête là, on va continuer de parler des scénarios possibles vendredi et la suite pour le gouvernement et Emmanuel Macron sur fond de réforme des retraites. C'est à suivre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Shannon Seban, président de Renaissance en Seine-Saint-Denis, élu à Rosny-sous-Bois, Jean-Philippe Douin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Michel Soudé, rédacteur en chef adjoint à Politis. On en venait et on discutait tous ensemble, Jacques, sur cette semaine où tous les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel avec les différentes options possible. On dit semaine décisive et Jean-Philippe disait mais ça fait des semaines qu'on dit que c'est une semaine décisive. Elle l'est ou pas? Vous savez, je veux dire une chose, je doute fort que le Conseil constitutionnel remette en cause la totalité de la loi. D'accord. Premièrement, parce qu'il va sans doute tacler le gouvernement sur un certain nombre de points, supprimer et déclarer anticonstitutionnel quelques points, mais il ne remettra pas en cause la loi en elle-même, et surtout pas le 47.1 utilisé par le gouvernement. Ça relève d'un choix politique interne au gouvernement dans ses rapports avec l'Assemblée. En revanche, effectivement, c'est la question du référendum d'initiative populaire qui risque de poser problème, dès lors que si d'aventure la loi n'est pas promulguée pour une raison X et Y, à ce moment-là, le référendum d'initiative populaire va continuer sa route. Si d'aventure la loi est promulguée, ça pose un autre problème, car normalement il ne peut pas y avoir de référendum d'initiative populaire sur une loi je dirais, pendant une année de son existence. Donc, on va regarder ça, et tous les juristes se frottent les mains et se disent ça va être sans doute une étape décisive dans le fonctionnement du référendum. Ouais. Moi, j'ai des doutes, pour rien vous cacher, avec des amis qui sont bien meilleurs que moi en constitutionnel et qui ont travaillé au Conseil constitutionnel. Je leur ai dit, je vous paye le champagne si le référendum va plus loin. Mais on va voir. Ça va être intéressant sur le plan des institutions. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un problème de fond. C'est que dans notre démocratie parlementaire, etc., c'est quelque part le gouvernement des juges. Et ça, c'est pas excellent. Au fond de moi-même, juste préféré que bien sûr le Parlement se prononce complètement et qu'on ait un débat beaucoup plus serein. Ça, c'est, comme dirait l'autre, beyond my control. Oui. Mais c'est clair, c'est qu'on a aujourd'hui le problème, on renvoie aux juges systématiquement sur beaucoup de faits. Certains vont s'en réjouir, mais attention, il y a une certaine captation de la démocratie. Surtout que peut-être on demande au Conseil de faire de la politique. Je suis un peu surpris d'entendre Jacques Miard dire que le Conseil constitutionnel, ça deviendrait le gouvernement des juges. Je ne savais pas que Laurent Fabius, Alain Juppé et les autres membres, Jacqueline Gouraud, sont des juges par nature, ce sont des politiques. Et le Conseil constitutionnel, malheureusement, juge souvent en politique plus qu'en droit. Et c'est d'ailleurs un problème. C'est d'ailleurs un problème parce que un constitutionnaliste, Dominique Rousseau, pointait le fait que après, c'était dans un vieux livre, après la réforme de Nicolas Sarkozy de 2008, qui autorisait les questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel changeait de forme et devenait en quelque sorte une sorte de Cour suprême. Et à partir de là, continuer à nommer des politiques à la tête d'une telle instance était quelque part une aberration. D'autant que ça les amène souvent à juger de la constitutionnalité de lois qu'ils ont même signées. Donc, quelle que soit la décision, vendredi après-midi, on parlera toujours politique et on remettra... On parlera toujours politique et on fait quand même le constat que le Conseil constitutionnel, ces débats n'étant pas transparents ou autres, est quelque part une boîte noire. On s'en remet à une boîte noire, là. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque on va dire, de dénaturer ou en tous les cas de discréditer une décision du Conseil constitutionnel dans notre démocratie? Il y a ce risque, effectivement. Michel, Shannon.
Je trouve que les propos auxquels on est aujourd'hui en train d'assister sont tout de même très graves. C'est-à-dire qu'on est en train ici de remettre en question la légitimité qui est celle du Conseil constitutionnel. Non mais là, très sincèrement, on marche sur la tête. Je veux dire, le Conseil constitutionnel est un organe qui est tout à fait indépendant. Encore une fois, cette réforme des retraites n'a pas été imposée aux Français et 2 millions de manifestants, je tiens ici à le dire, ne sauraient parler pour 45 millions d'électeurs. On le redit souvent, mais on a un président de la République qui a été élu démocratiquement par une légitimité qui est celle des urnes. Et je veux ici saluer les propos de Laurent Berger de la CFDT qui, samedi soir sur le plateau de Léa Salamé, dans quelle époque, voulait dire qu'il reconnaîtra la décision qui sera celle du Conseil constitutionnel, mais parce que il a raison. Et il a raison. On a une légitimité qui est celle des urnes. La légitimité ne se situe pas dans la rue. On peut écouter la rue, on peut écouter les manifestants qui sont légitimes. Mais encore une fois, à partir du moment où nous avons fait usage des outils qui sont ceux de la Constitution, eh bien, je ne vois pas pourquoi on viendrait ici remettre également en question la légitimité du Conseil constitutionnel. La difficulté, je vous entends, Shannon, c'est que le fait est là aujourd'hui, c'est qu'on est dans une impasse aujourd'hui avec. Mais il n'y a pas d'impasse. À partir du moment où on verra ce qu'il en adviendra vendredi. Moi, encore une fois, je crois qu'on ne doit pas ici se prêter à des jeux de commentaires ici et là. On verra. Est-ce que vous pensez que quelle que soit la décision, ça va calmer tout le monde? Moi, je crois que les Françaises et les Français ne sont pas dupes et qu'ils ne se prêteront pas ici au jeu des politicards et des apparatchiks de notre pays qui n'ont qu'un seul but, c'est de manipuler l'opinion des Français et de faire croire que le Conseil constitutionnel serait une instance qui est politisée. Le Conseil constitutionnel est indépendant, laissons faire le travail sereinement des 9 sages et nous aviserons ensuite. Mais encore une fois, laissons cette loi suivre le processus démocratique qu'elle doit suivre depuis le départ. Vous êtes un peu jeune, mais le Conseil constitutionnel est contesté depuis longtemps sur son côté politique et les décisions qu'il peut prendre. Ensuite, son indépendance, elle est équivalente à l'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire que c'est une indépendance écrite, mais qui, en fait, dans les faits, ne l'est pas, puisque la Banque centrale européenne est complètement dépendante des milieux financiers et passe toujours des accords avec eux. Et que vient faire mon âge là-dedans ? Parce que dans le passé, il y avait beaucoup eu de contestations du Conseil constitutionnel et cette instance est régulièrement mise en cause. Mais je le sais bien, monsieur, et c'est pas parce que j'ai 27 ans que je ne connais pas justement tout l'historique des décisions qui sont celles du Conseil constitutionnel. La notion, ça fait partie de la liberté d'expression aussi de dire ça. Et merci Shannon. Jean-Philippe. Alors, on va parler du Conseil constitutionnel. On dit, parce qu'on entend cette musique aussi. Est-ce que c'est pas un danger? Est-ce que c'est pas un danger finalement aussi pour le gouvernement ou pour les syndicats, ou la mobilisation? Bon, déjà, avoir 27 ans, c'est génial. Malheureusement, ça dure pas, donc faut quand même en profiter. Et c'est ni un mal ni un bien, c'est normal et ça fait partie de la vie. Et c'est une super chose. Et voilà. Et c'est l'engagement des jeunes en politique que je veux saluer. Encore 27 ans. Et puis engagé en politique à 27 ans, j'aimerais avoir encore 27 ans. Et puis voilà. Et c'est bien. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans qui s'engagent en politique. On passe notre temps à dire que plus personne ne veut s'engager. C'est plutôt bien. Voilà. Et puis ensuite, on avance, on fait son parcours. Sur la question du Conseil constitue, vraiment, on peut dire que toute instance est politique pour chercher à la décrédibiliser, parce que toute instance, à un moment, il y a un pouvoir de nomination, il y a des gens qui ont un passé, un avenir. On peut tout remettre en cause si on veut aller par là. On peut remettre en cause les cours administratives, les juridictions pénales, la structure hiérarchique de ce pays au travers des préfectures. Oui, mais attendez. Ce que je veux dire, il y a juste un moment, on est dans une structure, on est dans un pays de droit, avec des structures qui existent et qui sont des garants et des garde-fous. Voilà. Et je pense que sur le fond, on ne peut pas les remettre en cause constamment parce que ça revient à vouloir casser l'édifice républicain. Après, on peut partager ou pas un avis. On peut le partager politiquement, on peut le contester en droit, on peut y compris les jurisprudences du Conseil constitutionnel comme du Conseil d'État. Elles peuvent être évolutives. Il y a eu des changements de jurisprudence sur certains thèmes ou sur certains sujets, mais je pense que la première chose, on ne peut pas, parce que ça c'est la porte ouverte à tout, remettre en cause nos institutions quand on est respectueux d'un pays de droit, parce que c'est aller alimenter le complotisme et la perdition. Après, sur le fond, je pense que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, elle ne donnera pas satisfaction à une partie de la population, et que comme le problème aujourd'hui est plus politique
que juridique, ça ne clôturera pas la question et ça ne clôturera pas le problème. Quelle que soit la décision, mais pas parce qu'elle soit bonne ou mauvaise, pas parce que le Conseil constitutionnel serait un organe politisé, mais parce que ça ne répondra pas en droit à une question qui est une question politique. Ça veut dire ce aussi... Ce qui est certain, oui, rapidement, parce qu'effectivement, le débat pourrait durer longtemps. Ce qui est, je dirais, dans la future décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'il va satisfaire personne. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Parce que ab initio, cette réforme a été mal engagée. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on a 70% des Français qui la rejettent, je peux vous dire que le Conseil constitutionnel, il fait de la politique juridictionnelle. Moi, je vais vous dire, je l'ai dit à Sarkozy, j'ai voté contre sa réforme parce que elle était mauvaise. Hein. Il y avait au moins, j'ai identifié 13 points, il y en avait 3 qui étaient bons et 10 qui n'étaient pas bons. La QPC, ça remet en cause a posteriori la loi. Ben, je peux vous dire, certains ils vont y voir un recours juridictionnel, mais ça crée une instabilité permanente. Et donc, il faut regarder les choses en face. Et ça nourrit qui ? Un certain nombre d'avocats qui se frottent les mains en disant « on va faire des affaires ». Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Bon, et donc la politique juridictionnelle du Conseil constitutionnel, elle sera critiquée. Dans le passé, on a bien vu qu'ils ont pris un certain nombre de décisions qui sont inspirées politiquement, fortement, indépendamment. Alors, problème de savoir comment on choisit les membres du Conseil constitutionnel, c'est insoluble. C'est insoluble. Michel a raison. Ce sont des gens qui viennent de la politique. Il y a des gens tout à fait remarquables qui sont au Conseil constitutionnel, mais il n'en demeure pas moins que parce que la réforme a été mal engagée, eh bien la décision sera aussi en porte-à-faux pour les uns et les autres. Allez, le compte à rebours est enclenché d'ici vendredi pour avoir la décision du Conseil. Il y aura aussi cette journée de mobilisation. On n'a pas eu le temps de parler d'Elisabeth Borne qui continue de consulter, ou encore la fin du congrès du Parti communiste à Marseille avec ce rabibochage hier entre LFI et le Parti communiste. Mais on y reviendra sans doute demain. Merci à tous les 4. Michel Soudé, Jacques Miard, Jean-Philippe Dugouin, Clément et Shannon Seban. Merci à vous beaucoup. Salam, comme on dit chez les Saxons. Très bon lundi de Pâques. On se retrouve demain dans un instant. Valérie Expert avec Gilles Gansman pour les médias sur Sud Radio.